Le ratio dette PIB de la Grèce était à peu près autour des 120% déjà en 2009. Et donc la Grèce était effectivement endettée. Mais au même moment, le Japon, il était à 200% probablement, et l'Angleterre n'était pas beaucoup mieux. Elle était à plus de 100% d'endettement, ça c'est sûr. Maintenant, pourquoi la Grèce? Pourquoi ils ont voulu attaquer la Grèce, les financiers spéculateurs? Parce que c'est plus petit, c'est un marché de la dette qui est petit, facile à déstabiliser et qui permet vraiment beaucoup de gains. Pourquoi ne pas avoir attaqué le Japon ou l'Angleterre? Ben, c'est évident que c'est des marchés immenses, avec un énorme marché obligataire. On ne peut pas le déstabiliser comme ça. Donc, il est évident que le raisonnement suivi, ce n'est pas par rapport à la situation plus grave, forcément, que la Grèce avait à ce moment-là, mais c'est surtout par rapport à quel est mon potentiel de gagner, de déstabiliser ce marché-là. Et donc là, de toute évidence, un tout petit pays avec un petit marché obligataire qu'on peut vendre à découvert, c'est-à-dire qu'on peut parier sur sa baisse future et empocher la différence entre le prix actuel et le prix bas futur qu'on a soi-même provoqué par ces paris, eh bien, c'était une opportunité évidente pour ces spéculateurs. Oui, alors moi, de ce que j'ai compris de l'article du Wall Street Journal qui relatait la teneur des conversations entre ces fonds, ces gérants de fonds, c'était l'idée vraiment de, une fois qu'on a déstabilisé un pays, le doute est semé parmi les investisseurs sur l'euro en tant que monnaie, sur la capacité de l'euro à soutenir l'ensemble de la zone, puisque l'euro est une seule monnaie qui fait payer certains taux d'intérêt à l'époque qui étaient bas. Et maintenant, on allait voir la différenciation des taux de toutes les dettes différentes de ces pays. Et donc, là, une première crise avec la Grèce allait semer le doute sur tous les autres pays. Est-ce ils ont aussi le droit de payer des taux aussi bas que l'Allemagne désormais? Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça a déclenché un doute. Mais c'est une contagion que je considère totalement artificielle. La contagion n'est pas inscrite dans les marchés. L'économie, la finance, les marchés financiers ne fonctionnent pas vraiment comme ça. C'est juste la psychologie des investisseurs et l'inquiétude et les soupçons qu'ils ont eus par rapport à d'autres pays qui étaient tout aussi endettés ou presque, qui a créé cette contagion, puisque le comportement des investisseurs, après, il s'est répliqué lui-même vis-à-vis de quelques autres pays comme l'Irlande et le Portugal, et finalement l'Italie et l'Espagne, et puis même presque la France et l'Allemagne vers la fin. Donc, c'était des doutes qui avaient été semés par le fait que, même si l'investisseur traditionnel, qui est une caisse de pension, qui est un investisseur très stable, a conscience que la Grèce ou ces pays vont être sauvés, qu'ils ne vont pas tout de suite faire faillite, que c'est des pays quand même avec des gouvernements derrière et une Union européenne qui est là, décidée à les sauver. Rien que le fait de savoir qu'il y a des spéculateurs qui lancent des raids sur ces pays ou qui sont prêts à les déstabiliser, m'entraînerait, moi, investisseur conservateur de long terme qui gère les retraites de milliers de gens, à retirer mes billes de ce marché simplement parce que je n'ai pas envie de m'exposer à ce problème. Je vois un marché qui est perturbé, attaqué, sur lequel on sème des rumeurs. Ça devient pour moi un marché risqué, quelle que soit après la moralité derrière l'histoire. Donc moi, mon rôle d'investisseur prudent est de me retirer à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas qu'ils étaient au courant, c'est que leur objectif était de la provoquer. Voilà, donc c'est vraiment Attendez, eux George qui. Soros, c'est pas un enfant de cœur. Il a agi comme ça déjà avec la livre sterling quand il avait semé une rumeur qui lui avait permis de récolter 2 milliards sur la chute de la livre sterling. Il sait comment propager des rumeurs sur le marché afin que la masse des investisseurs ignorants mais peureux en même temps réagissent par rapport à cette rumeur. Et ensuite, lui, il récolte les gains sur les paris baissier qu'il avait déjà préparé avant que les autres investisseurs ne réagissent. Donc lui se positionne. Ensuite, il sème la rumeur. Ensuite, il récolte ses gains. Et ça marche très souvent. Ça a marché presque à chaque fois. Alors, si on est un gérant de hedge fund, qu'on est dans le monde de la spéculation, le but c'est de trouver un marché qui est faible, vulnérable, pour récolter des gains sur son effondrement éventuel. Et s'il le faut, on peut faciliter cet effondrement. Ça, c'est le monde du financier. Il vit dans ce monde. Son but est de rendre son fonds rentable, de générer des rendements les plus élevés possibles. Et quand je dis les plus élevés possibles, il n'y a pas de limite. Lui, s'il peut faire du 500% de rendement, c'est ce qu'il veut.
Donc lui, il n'est ni politicien, il n'est pas à la tête d'un gouvernement ou d'une fonction publique, il est là pour faire de l'argent sur les marchés les plus vulnérables. Et là, il n'y a aucune différenciation pour lui entre une obligation souveraine qui représente la dette d'un pays qui a des millions, des millions d'habitants ou l'obligation d'une entreprise ou une devise ou une matière première. La stratégie est la même. Non, mais vous avez raison de soulever ce point. Quelqu'un comme Soros ou tous les grands gérants de hedge funds, comme M. Griffiths de Cerberus Capital, c'est des gens extrêmement puissants qui ont lobbyé des gouverneurs d'État américains, des parlementaires américains. Ils ont parlé avec le chef du Trésor américain, Henry Paulson. Quand il y a eu la task force pour sauver les Wall Street, ils étaient là. On les a consultés. Ils sont très proches des milieux politiques et les côtoient sans cesse. C'est pourquoi je pense aussi que c'est avec une certaine connivence qu'ils ne s'attaquent jamais au marché américain. D'abord parce qu'il est trop grand, parce qu'il est mondial, parce que toute l'industrie des fund est quasiment à, disons, 80% en dollars aujourd'hui, et parce que le secteur financier est intrinsèquement lié à la monnaie qu'est le dollar. Et donc ça, on ne touche pas. Par contre, l'euro, oui, c'est une cible commode et on sait aussi qu'on favorise les intérêts politiques de son propre pays, qui est les États-Unis, en attaquant l'Europe. Donc, je ne dis pas qu'il y a eu une véritable conspiration, parce que tout le monde est très prompt à vous traiter de conspirationniste dès que vous commencez à faire une analyse un peu profonde des intérêts énormes qui sont en jeu dans ce domaine-là. Et effectivement, la géopolitique et la finance sont intrinsèquement liées, mais pour les gérants de hedge funds, il est intrinsèquement valable de dire qu'ils veulent que le dollar survive, ils le feront survivre quoi qu'il arrive, ils veulent que l'économie américaine tienne le coup. Ils connaissent la véritable fraude qu'il y a derrière la gestion monétaire de la Réserve fédérale américaine, mais préfèrent qu'elle se poursuive parce que leur but, si vous voulez, est d'investir dans les actions américaines tant que ça monte. Si la Réserve fédérale crée une bulle comme elle le fait actuellement et que le marché américain monte comme ça, en ligne verticale, hein, pas de problème pour eux, ils vont juste essayer de sortir avant l'effondrement, qu'ils savent inéluctable. Donc voilà leur raisonnement. Ils savent que c'est manipulé. L'effondrement de l'euro. Non, alors l'effondrement ultime, il se passera quand même sur le marché américain parce que le marché américain est très manipulé, il est faussé par les liquidités excessives de la Réserve fédérale. Quand vous parlez en privé à un gérant de hedge fund, il le sait, mais son but c'est d'investir dans les actions américaines et juste de trouver le bon moment pour sortir avant que la crise qui viendra du obligataire et du marché action américain n'arrive. Par rapport à l'euro, oui, l'euro, alors ça c'est carrément une monnaie qu'ils ont senti qu'ils pouvaient faire s'effondrer tout entière en tirant le fil des petites économies faibles pour arriver aux plus grosses et semer le doute sur toute l'entité et l'idée même d'Europe. Et donc, la stratégie était extrêmement intelligente, il faut le dire quand même. C'était une stratégie brillante qui aurait tout à fait pu réussir. Mario Draghi, Papademos et Mario Monti et tous ces gens qui ont pu faire un passage par Goldman Sachs en Europe, Mhm. moi je les enlève de l'équation si vous voulez, parce que Goldman Sachs Europe n'est pas aussi impliqué dans les stratégies spéculatives que Goldman Sachs Amérique Oui, oui. a mené. Par exemple, c'est Goldman Sachs New York qui a mené les conseils vis-à-vis du gouvernement grec pour lui vendre les produits très sophistiqués qui ont permis de minimiser la situation réelle de sa dette. Donc, non, je ne pense pas que les gens qui sont actuellement à la tête de la Banque Centrale Européenne ou de l'Italie ou au gouvernement grec et qui viennent de Goldman Sachs posent un risque en eux-mêmes. Mais Goldman Sachs, C'est pas une histoire de risque, mais une histoire de chronologie en fait. C'est-à-dire que si la Grèce, alors vraiment Soros et Goldman Sachs sont complètement indépendants, ce qui est plus probable à mon avis, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque part une sorte de, pas de planification, mais c'est-à-dire quand vous parlez de la cavalerie d'élite qui vient pour qu'ensuite les autres investisseurs, hein, est-ce qu'on réagissent, oui. pourrait imaginer la même chose, c'est-à-dire que on fait en sorte d'exposer un pays en le faisant rentrer dans la zone euro sans qu'il ait les capacités réelles de soutenir ce poste. Oui.
en sachant qu'il sera attaqué encore après, ou c'est vraiment indépendant? Alors, je ne serais pas allée jusque-là. C'est-à-dire, à l'époque où Goldman Sachs a vendu ses produits à la Grèce, elle a vendu à tout le monde. Donc, elle a vendu aux Ah, lenders allemands, d'accord. à des provinces italiennes. Même je crois que le canton de Genève a fait une motion pour vérifier qu'il n'a pas utilisé lui-même des produits de financement de Goldman Sachs. Ils sont allés vendre ça à toutes les communes Ok. et entités d'Europe parce que tout d'un coup, ils ont découvert un client fantastique, c'est le client collectivité publique au lieu du client privé. Ils ont trouvé que tous les produits toxiques, là, on peut aussi les vendre à ces petits États. Et maintenant, il y a des municipalités en Espagne qui sont complètement ruinées, aussi parce qu'elles avaient eu recours à des financements de ce type. Et donc, c'est un marché gigantesque pour Goldman Sachs, mais aussi pour Bank of America, Merrill Lynch, Bear Stearns, etc. Oui, puisque c'est eux qui étaient les leaders de ce secteur et qui avaient vraiment réussi à vendre à la Grèce le produit le plus pointu en la matière qui a commis le plus de dégâts. Mais la vérité, c'est qu'au moins 4 banques américaines faisaient un peu le tour ici, le porte-à-porte, pour vendre ce même genre de produit. Et ça, c'est uniquement Goldman Sachs, parce que si on prend toutes les banques américaines, Et justement, c'est ce que c'est complètement incestueux. Là, vous incluez la Security and Exchange Commission? Non. Vous mettez juste ceux qui étaient dans l'équipe Obama ou Clinton à la Maison-Blanche. Mais si vous ajoutez à gouvernement fédéral tout ce qui est le gendarme boursier américain, la SEC, Mhm. mais c'est sans limite. Je veux dire, les interpénétrations entre ex-banquiers et agences gouvernementales, euh, il n'y a pas de limite, c'est des quantités. Et là, vous avez que, je vois l'histoire récente, parce que ça remonte même à peut-être 20 ans maintenant, que vraiment on a cette interpénétration. Je pense que depuis l'époque Alan Greenspan, quand il était président de la Réserve fédérale, on a eu ce rapprochement des milieux financiers et de la Maison-Blanche qui était tout à fait frappant. Et d'ailleurs, le Wall Street Journal avait calculé que les visites de Alan Greenspan à la Maison-Blanche étaient plus nombreuses sous son mandat que toutes les visites additionnées de tous les présidents de Réserve fédérale qui l'avaient précédé. Sous Reagan? Et donc, non, sous Bush, George Sous W. Bush, ok. Bush en particulier. Parce que déjà, sous Reagan, apparemment, C'est vrai, exactement. C'est lui qui l'a nommé déjà, puisqu'il n'aimait pas Volcker, qui était quelqu'un de responsable, qui n'avait pas une politique de taux plancher, mais qui relevait les taux d'intérêt, qui obligeait les Américains à être responsables, à constituer une épargne. Et donc, ça ne convenait pas, et on l'a remplacé par Alan Greenspan. Et à partir de là, les rapports extrêmement proches entre finances et gouvernement n'ont plus cessé. Oui, dans les années 90, les Savings comment... Banks Ouais, euh, Loans. and Loans, voilà, qui étaient très similaires à la crise de subprime. Il y avait déjà des produits de dette titrisée qui n'avaient pas fonctionné, et une crise hypothécaire. Alors, des personnes un peu réductrices dans le monde de l'économie française, des économistes français vont vous dire, mais rien du tout. L'État français s'est endetté tout seul, il n'a pas eu besoin de devoir sauver les banques pour s'endetter. C'est peut-être vrai, dans le sens où la dette française n'a pas augmenté uniquement à cause de sauvetage des banques. Ils ont sauvé certaines banques, y compris Dexia, etc. Mais il semblerait que les prêts qui ont été faits aux banques étaient plus ou moins remboursés entre-temps. Mais toujours est-il que fin 2008, l'Europe a avancé collectivement 3 000 milliards d'euros pour que les banques puissent avoir des lignes de crédit immédiates, des liquidités immédiates pour s'en sortir, pour ne pas tomber en faillite. Donc, comme les États-Unis est à une échelle à peine moindre, l'Europe a sauvé l'ensemble de son secteur bancaire. De quoi a été fait ces 3 000 milliards d'euros? De liquidités à court terme, de garanties, de prise de participation, voilà, de toutes sortes d'aides financières, mais qui devaient être remboursées par la suite, qui étaient des engagements futurs pour les banques. Oui, les banques ont remboursé la plupart de ces prêts, mais qu'est-ce qu'on fait des dizaines ou peut-être centaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés par le secteur bancaire à ce moment-là? Je n'ai pas fait le décompte exact, mais je sais
que les banques n'ont pas réengagé autant de monde depuis, puisqu'elles recommencent maintenant, depuis l'année dernière déjà, une nouvelle vague de licenciements, mais à coup de dizaines et de vingtaines de milliers. On entend que l'une licencie 10 000 et que l'autre elle licencie 20 000, c'est dans des quantités astronomiques, hein. Et donc ça, c'est un impact social qui est certain,